Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité et bienvenue sur le plateau de la tribune du gouvernement. Et ce soir, sur cette tribune, nous aurons à échanger avec deux ministres du gouvernement. Dans une première partie, nous allons donner la parole au ministre des Affaires étrangères, de la coopération. Et ensuite, ce sera le tour du ministre des Mines, de l'eau et de l'énergie. Voilà un peu le programme de cette émission. Alors, Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de venir parler avec nous de cet un sujet qui touche votre département ministériel. Alors, Monsieur le ministre, le Bénin et le Congo entretiennent certainement de très bonnes relations, la preuve. Excellent. Les deux pays ont accepté d'instaurer des facilités au profit de leurs ressortissants. Alors, en quoi consiste cette mesure, Monsieur le ministre? La mesure qui a été évoquée au Conseil des ministres, et à cela que vous faites allusion, c'est le pas de plus que le Congo et le Bénin vont faire dans ce qui touche la vie de leurs ressortissants, ce qui touche au mouvement de leurs citoyens. Vous savez que le chef de l'État, dans une démarche visionnaire, a aboli les visas pour tous les ressortissants africains. Ce que nous attendons de la part des autres États, hors CEDEAO, puisque entre les pays de la CEDEAO, il n'existe pas de visa, c'est une sorte de réciprocité. Et cela commence par faire son chemin. Et nous avons eu des échanges avec les autorités du Congo. Une mission de haut niveau de la République du Congo s'est rendue ici. Et un certain nombre de décisions ont été prises par les autorités congolaises qui font un pas de plus et qui appellent d'ailleurs de notre part une réciprocité sur laquelle nous travaillons déjà. Les Congolais ont décidé, suite à ce que nous avons annoncé par la suppression des visas pour les ressortissants africains, de supprimer le certificat d'hébergement. C'est un allègement vis-à-vis de nos citoyens, de nos compatriotes. La suppression du certificat d'hébergement au profit des ressortissants béninois qui sont en République du Congo et qui s'y rendent. C'est l'allègement des pièces à fournir pour l'établissement de la carte de séjour pour nos ressortissants, ce qui est important, parce qu'il faut connaître la situation actuelle, qui peut être parfois un cauchemar, le nombre de pièces que nos compatriotes doivent fournir. C'est l'exemption de ce qu'on appelle l'amende de pénalité au profit de nos ressortissants qui n'ont pas leur titre de séjour à jour. Et cette amende peut être lourde aussi. Maintenant, il y a une exemption. Et maintenant, la libre entrée en République du Congo pour nos compatriotes. Ça veut dire que la République du Congo nous accorde la réciprocité, ce qui est une chose importante, ce qui est une réplique positive à la décision du président Patrice Talon d'exempter tous les Africains, d'où qu'ils viennent, lorsqu'ils veulent rentrer au Bénin. Et enfin, quelque chose qui est très important, c'est la libre entrée pour les ressortissants béninois qui ont perdu leur titre de séjour. Lorsqu'ils retournent au Congo, dès qu'ils déclinent leur identité, ils peuvent entrer. Cela est d'ailleurs un corollaire de la mesure de réciprocité. Et enfin, une mesure qui est importante. Ayant vécu au Congo, je sais combien il est important pour nos compatriotes, dans certaines circonstances, d'avoir la nationalité congolaise. Certains y sont nés, ne connaissent même pas le Bénin, parce que nous avons une forte colonie. On a plus de Béninois au Congo. Et quelle est la situation donc, de cette forte colonie Cette situation est intéressante parce que c'est une des diasporas les plus disciplinées et les plus correctes, je dois dire. J'en ai fait partie pendant quelques années, même si c'était au titre d'une position internationale. Mais ce que les Congolais ont décidé, c'est qu'ils acceptent que désormais, à l'âge de 17 ans, l'acquisition de la nationalité congolaise soit facilitée pour les ressortissants béninois nés au Congo. Ce qui est une chose importante, ce qui lève beaucoup de handicaps dont nos compatriotes pouvaient souffrir dans leur vie au Congo. Pour moi, c'est un succès diplomatique pour le président Talon, puisque l'exemption appelle quelques réactions. Et cette réaction, elle est particulièrement constructive. Et le chef de l'État, d'ailleurs, m'a instruit de dire toute son appréciation, toute son estime et surtout sa gratitude au nom de nos compatriotes, au nom de notre pays, au président Denis Sassou Nguesso, qui, je dois dire, a une posture de grande ouverture vis-à-vis de notre pays, une bienveillance vis-à-vis de nos citoyens, et c'est important, ministre chargé des Béninois de l'extérieur, lorsque de telles mesures sont prises,
vous voyez très bien que je ne peux que me réjouir. Alors, Monsieur le ministre, vous essayez quand même d'imprimer une nouvelle dynamique à la diplomatie béninoise aux côtés du président Patrice Talon. Alors, récemment, le chef de l'État était au Kenya. Au Kenya. Alors, dites-nous, quelles sont les retombées donc, de cette visite du chef de l'État dans ce pays qu'on peut qualifier de première économie de l'Afrique de l'Est? Alors, d'abord, le président est allé au Kenya pour deux choses. Il a été invité par son frère, par son collègue, le président Uhuru Kenyatta, qui, malgré une campagne électorale qui a commencé et qui va s'accélérer, a tenu à ce qu'ils se voient, puisqu'ils se sont entrevus, si on peut ainsi dire, lors du sommet du TICAD au mois d'août de l'année dernière. Ils sont promis de se voir très rapidement. Donc, promesse a été tenue, le président Uhuru a invité le président Talon. Et sur ce premier point, je crois que les entretiens ont été particulièrement chaleureux. Le président a été reçu avec beaucoup d'honneur, mais surtout les discussions de fond ont été importantes. Nous voulons que le dynamisme de l'économie kenyane puisse affecter, dans un certain sens, le nôtre. Vous savez, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est ne se parlent pas beaucoup à cause des barrières linguistiques qui ne devraient pas exister. Tout le monde peut apprendre l'anglais et le parler. Tout le monde peut apprendre le français et le parler. Et nous avons des langues africaines aussi, pourquoi pas. Alors, déjà, voir comment nous pouvons faire en sorte qu'il y ait un commerce qui fonctionne bien entre le Kenya et le Bénin. Comment nous pouvons échanger des expertises dans divers domaines. Vous savez qu'en termes de développement de contenu sur le plan informatique, le Kenya fait partie des champions du monde. Comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que le Bénin, dont les jeunes sont très inventifs et très créatifs dans ce domaine, puissent aussi profiter de l'expérience et échanger, puisqu'ils ont aussi à apporter, les jeunes béninois. Comment est-ce qu'on peut faire tout cela? Cela a été discuté. Le président Uhuru a aussi décidé, et c'est là aussi un succès de notre diplomatie, a décidé que des mesures soient prises pour que dans un avenir très proche, les visas entre le visa d'entrée pour les Béninois soit aboli, soit supprimé. Oui. Donc ce que je dis, il ne faudrait pas que demain, un Béninois, je dirais cette semaine, aille avec son passeport. Il y a des procédures, il y a des diligences à faire. Et dès que ces diligences seront faites, la suppression sera actée et donc la mesure de réciprocité sera prise. Donc ça, c'est déjà un succès très important. Parce qu'on ne peut pas savoir ce que cela veut dire, comment ça peut être handicapant pour un homme d'affaires d'avoir à faire des formalités de visa, des tracasseries inutiles parfois. Donc je crois que les deux présidents sont dans la même vision progressiste d'une Afrique qui s'ouvre, qui se fréquente, qui se parle, qui se bâtit ensemble. Mais autant d'ouverture, est-ce que ça n'a pas de conséquences par rapport à la qualité de ceux qui viennent et ceux qui entrent et qui en sortent? Que le progrès, parce que cela fait des décennies qu'entre les pays de la CEDEAO, donc nos pays proches, il n'y a pas de visa. Et ce n'est pas pour autant que la criminalité a augmenté. Souvent, ceux qui essaient d'opiner sans être informés, parce que nous avons une fréquence, une recrudescence de ce genre de personnes qui s'expriment sans savoir de quoi il s'agit, entre les pays de la CEDEAO, les 15, il n'y a pas de visa. De Lagos à Dakar, on peut voyager avec une carte d'identité. Et ça ne date pas de 5 ans, ça fait plus de 30 ans. Et ça fonctionne bien. Alors, pourquoi ne pas étendre cela aux autres pays africains? Surtout que cela peut booster la croissance, peut aider les hommes d'affaires à se fréquenter, aider les jeunes à avoir des brassages sur le plan de la recherche, sur le plan de la coopération dans tous les domaines, la coopération culturelle. C'est autant d'atouts que la libre circulation des hommes et des biens peut comporter lorsqu'on prend ces décisions. Alors, en termes également de retombées, le Bénin pourrait donc, j'allais dire, abriter le siège ouest-africain. Alors, c'est le deuxième volet. S'il en est. Et c'est le grand succès diplomatique du président Talon pour cette visite au Kenya. Nous avons dit que nous allons aller à la conquête d'horizons nouveaux. Nous allons nous battre. Souvent, on cite un pays que je ne veux pas mentionner ici, qui arrive à se battre pour avoir les positions internationales, pour avoir les sièges. Mais nous aussi, nous sommes capables de cette intelligence-là, d'aller nous battre pour conquérir des sièges, pour conquérir des postes. Alors, je suis très heureux de dire que le siège ouest-africain de l'ACA, l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique,
sera au Bénin. C'était une bataille relativement rude, mais nous avons, avec le doigté dont le président est capable et les outils de notre diplomatie, nous avons réussi à gagner cela. Alors, et c'est Monsieur le important. ministre, oui, on avance également dans les médias des chiffres de plusieurs centaines de millions de dollars dans le cadre de la mobilisation des ressources au profit de PAG, qui ferait partie également des retombées de cette visite. Qu'est-ce qu'il en est? Ce n'est pas seulement la visite du Kenya qui rapporte de l'argent. C'est sûr qu'une institution qui est la seule organisation multilatérale africaine qui couvre le risque politique, le risque de crédit commercial en Afrique, avoir son bureau ici, c'est une chose importante. Avoir souscrit pour être membre de cette institution, c'est essentiel, parce que en étant membre, maintenant, nous pouvons bénéficier, nous pouvons avoir la couverture que cette institution accorde à tout investisseur, à toute entreprise qui a envie d'investir. Donc, je ne vais pas vous donner un chiffre, mais l'ACA est capable de couvrir des risques qui sont assez importants, qui se chiffrent bien sûr en millions de dollars. Pour vous donner un chiffre concret, c'est que le volume d'intervention de l'ACA depuis 2003 s'élève à 25 milliards de dollars, ce n'est pas rien. Donc, ça, c'est une chose positive. Il faut, pour ceux qui ne savent pas, l'ACA, c'est l'équivalent de la MIGA de la Banque mondiale et qui nous permet, on n'utilise pas suffisamment cet outil, mais c'est un outil qui peut favoriser les investissements, c'est un outil qui peut contribuer vraiment à notre croissance. Donc, de gagner son siège est un succès de notre diplomatie pour lequel je crois il faut saluer le savoir-faire du président qui a utilisé des talents de négociateur et nous a instruits dans le sens qu'il fallait pour que nous puissions, dans le calme, sans faire trop de bruit avant, mener l'action pour ramener ce trophée. D'accord. J'en suis très heureux. Alors, Monsieur le ministre, vous parliez tantôt de la conquête, c'est un peu la nouvelle orientation de la diplomatie béninoise. Alors, c'est vrai que dans les instances régionales, internationales, les Béninois ne sont pas nombreux. C'est vrai que vous ambitionnez donc de positionner davantage de Béninois. Avez-vous les moyens de cette politique-là, Monsieur le ministre des Affaires étrangères? Bien sûr. Les moyens de cette politique, c'est quoi? C'est l'intelligence, c'est la détermination, c'est vouloir faire grandir notre pays, c'est vouloir faire des réformes courageuses, comme le gouvernement est en train de les conduire en ce moment. C'est comprendre qu'à un moment donné, rien ne s'obtient sans sacrifice, rien ne s'obtient sans qu'on le souffre un peu, et c'est ce que nous essayons de faire. Bien sûr, les ressources financières qu'il faut pour accompagner cette action-là, dans la limite des moyens du budget de l'État, nous essayons de les affecter. Mais comme on sait, notre situation budgétaire est une situation qui appelle de la conscience dans la gestion, une gestion intelligente de nos ressources, de faire une politique de nos moyens. Mais pour la conquête de ces trophées-là, pour le positionnement de nos cadres, c'est le savoir-faire qu'il faut. Et je pense qu'on peut tout dire, ce qui ne manque pas au Bénin, ce sont les intelligences. Nous les avons, nous allons les faire converger pour faire gagner notre pays. Oui, généralement, chez nous au Bénin, ce qui nous caractérise souvent, c'est cette mentalité de pénurie où on ne voudrait pas voir les autres évoluer. Alors, qu'est-ce qui a pu changer depuis que vous êtes là en cette matière? Vous savez, les Anglais disent une chose, it's about leadership. Et on dit aussi, le poisson pourrit par la tête. Quand on a un président qui dit, par exemple, en conseil des ministres, on lui dit, dans telle institution, il y a un Béninois qui est en bonne position. Vous croyez que le président demande d'où il vient, qui il est, etc. Il dit, s'il est bon, on soutient. Et ça, c'est un changement majeur. Ce pays mérite mieux que ce qu'il a jusque-là. Quand un pays s'appelle le quartier latin de l'Afrique, il faut faire en sorte que les conséquences puissent être tirées positivement. Vous savez, moi, souvent, on utilise des mots, la béninoiserie, des choses comme ça. Je crois que nous nous enfermons nous-mêmes dans une espèce de mentalité de défaitiste. Moi, je ne connais pas ça. Je n'ai pas envie que nos enfants connaissent ça. Je veux qu'on sorte de là, qu'on sache que les Béninois peuvent bien faire, qu'ils peuvent aller de l'avant. Il y a eu des célébrités dans ce pays, il y en a encore. Donc, désormais, je pense que nous devons penser positif. Et c'est aussi un appel à vous, les journalistes, pour que les messages qu'on donne concernant le pays soient des messages positifs. Vous savez, en ce moment, il y a la mode des médias sociaux. N'importe qui écrit n'importe quoi sur WhatsApp ou sur d'autres réseaux sociaux. Mais ce qu'on projette à l'intérieur de son pays de négatif peut aussi porter atteinte à la perception que les autres ont.
Parce que ne croyons pas que c'est seulement les Béninois qui lisent. Oui, mais malheureusement pour les médias, le principe c'est bad news, good news. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est un peu le fonctionnement des médias. On peut analyser le bad news en disant attention, si ça ne va pas, il faut qu'on corrige. Mais quand on écrit des choses qui portent atteinte à la dignité de son pays, lorsqu'on dit des choses qui ne sont pas vraies sur son pays, mais c'est autant de marchés qu'on perd, c'est autant de confiance qu'on fait tomber, c'est autant de postes qu'on n'aura pas. Alors moi je dis, il faut penser positif, il faut avoir une mentalité de conquérant, de gagneur. Chaque fois que moi j'ai gagné dans la vie, c'est parce que je me suis dit, je veux et je vais gagner. Et regardez le président, il fonctionne comme ça, c'est un gagneur. Donc notre pays doit gagner, on doit se mettre dans cet esprit positif-là, et ne pas avoir des querelles de clochers, et de dire « Ah, c'est un Béninois de gauche ». Ce n'est pas les points cardinaux qui permettent à un pays d'avancer. C'est en faisant converger les intelligences, en prenant tous nos atouts. Et nos atouts, ce sont les hommes. Ce que nous avons de plus précieux au Bénin, c'est les hommes. Nous avons des hommes intelligents, nous avons des hommes brillants. Donc arrêtons de nous tirer dans les pattes. Ce pays peut grandir et il va grandir. Monsieur le ministre, votre mot de la fin, on est quasiment au terme de cette première partie. Votre mot de la fin, très rapidement. Mon mot de la fin, c'est que nous devons savoir que ce pays recèle d'atouts dans plein de domaines. Et le PAG l'a montré. Ce qu'il s'agit aujourd'hui de faire, c'est de retrousser nos manches, de nous mettre ensemble, de surmonter nos différences. Nos différences doivent être plutôt des sources d'enrichissement pour que nous ayons cette énergie qui transforme, cette énergie qui fait qu'un pays peut être grand. Et moi, mon rôle, la mission que le chef de l'État m'a donnée, c'est de faire comprendre au monde entier, de révéler le Bénin grand, le Bénin des gens intelligents, le Bénin qui veut gagner. Et ce Bénin qui veut gagner, c'est celui-là que je m'évertue à montrer au monde. Et c'est comme ça que le monde doit venir vers nous. Et c'est le credo du gouvernement du président Patrice Talon. Nous allons continuer. Et je réitère mon message à l'endroit de mes compatriotes en disant projetons une image positive de notre pays et nous verrons ce que cela va nous rapporter. Merci Aurélien Benossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Merci d'être venu nous parler des dernières actualités sur le front diplomatique. Merci. Je vous remercie. Et à très bientôt. À bientôt. Bon courage à vous. Merci. En attendant donc d'installer le ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Eau, nous allons regarder cet élément à la régie. Allons à la régie. On était ici pour discuter le compact avec le gouvernement du Bénin par les États-Unis, le gouvernement des États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation. Donc, c'est un compact de 355 millions de dollars sur le secteur de l'énergie. Donc, on était ici pour discuter tous les étapes pour l'entrée en vigueur de ce compact. Notre programme, c'est vraiment pour améliorer la performance de la SP2E, pour construire l'infrastructure comme les lignes de transport et la distribution, la qualité de l'électricité pour la population béninoise. C'est vraiment notre but et pour la croissance économique et la réduction de pauvreté. Donc, on espère qu'à travers ce compact et à travers un secteur de l'énergie qui est plus performant, on peut vraiment avoir un impact sur les vies du Bénin. Comme je vous l'avais dit à l'entame de cette émission, nous allons maintenant donner la parole au ministre des Mines, de l'Eau et de l'Énergie, Monsieur Jean-Claude Donan-Oussou. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur. Notre pays a hérité du deuxième compact du MCA. En quoi consiste donc ce deuxième compact? Comme vous venez de le voir dans le passage de la vice-présidente du MCC, Millennium Challenge Corporation au Bénin dernièrement, le Bénin a bénéficié donc d'un deuxième compact dans le cadre du MCA Bénin 2. Ce deuxième compact nous permet, une fois qu'on aura levé les préalables nécessaires, d'obtenir donc un soutien en termes de dons des États-Unis d'Amérique d'un montant de 375 millions de dollars, c'est-à-dire près de 250 milliards de nos francs CFA, pour, et ça c'est historique, pour simplement, uniquement le secteur de l'énergie, pour faire en sorte qu'on retrouve une performance durable pour ce secteur. Évidemment, par rapport à ça, il y a un certain nombre de conditions, ou de conditionnalités si vous voulez, à satisfaire avant donc la mise en vigueur effective
de cet accord. Parmi ces conditions, en fait, toutes sont de nature à rendre un secteur énergétique efficace, efficiente pour nos concitoyens et pour nos industriels. Donc, toutes les décisions qui vont être prises ou qui sont prises dans le cadre de ces préalables, des levées de ces préalables pour rapidement passer à la mise en vigueur de cet accord de don, sont de nature à faire en sorte que non seulement les objectifs, les projets phares du gouvernement et qu'on va passer en revue pour le secteur de l'énergie puissent effectivement bénéficier de ce soutien pour que, à la fois en termes de capacité d'énergie disponible, en termes de réseau vétuste à rénover, en termes de restructuration de notre Société nationale d'énergie électrique, et également, évidemment, la place du renouvelable et de l'efficacité énergétique, puissent trouver tout l'appui nécessaire que nous apportera ce compact, en même temps que les appuis qu'on aura d'autres PTF, d'autres appuis techniques et financiers, que sont l'Union européenne, l'Agence française de développement, la GIZ allemande et le PNUD, et j'en passe. Donc, c'est une opportunité pour notre pays. Je peux même dire que les astres sont alignés et que désormais, la détermination du président de la République de faire en sorte que le secteur de l'énergie soit quelque chose qui prenne toute sa note de noblesse, toute sa lettre de noblesse, puisque étant un domaine à la fois vital et stratégique. Et on ne peut pas parler aujourd'hui de développement économique, de développement social, sans parler donc d'une stabilité, d'un engagement du domaine énergétique pour notre pays. Alors, Monsieur le ministre, il est de plus en plus question de contrat plan à la SBE. Que recouvre donc ce concept-là? Ce concept de contrat plan n'est pas nouveau. Il existe entre la SONEB et l'État, pour vous donner un exemple, un contrat plan. C'est quoi un contrat plan? Un contrat plan, c'est un engagement réciproque entre l'État et un établissement public, notamment la SONEB, notamment aujourd'hui la SBE, sur des engagements réciproques en termes de performance, performance technique, performance financière, performance sociale. J'insiste vraiment sur le caractère social de tous ces engagements, parce qu'il n'y a pas d'entreprise efficace nulle part dans le monde si on ne prend pas en compte, en considération les hommes et les femmes qui constituent une entreprise. C'est pour ça que toutes les actions, je dis bien toutes les actions, qui vont être entreprises dans le cadre de la réhabilitation des performances qu'on attend de ce secteur, ne mettra pas de côté les hommes et les femmes de l'entreprise. Ça sera construit en prenant en compte les représentants syndicaux, faire en sorte que les préoccupations quotidiennes des agents, notamment en termes de formation, en termes de développement de compétences, en termes d'évolution de carrière, en termes même de prise en compte du genre femmes-hommes, doivent être permanents dans les préoccupations d'amélioration que nous voulons conduire, que le gouvernement veut conduire. Monsieur le ministre, que les réformes à venir, notamment la gestion déléguée, n'entraîneront pas des départs d'agents de la SBE? Alors, j'ai lu dans les journaux, dans certains journaux ce matin, le Bénin veut privatiser la SBE, etc. De quoi s'agit-il? La gestion déléguée. Il faut d'abord, avant toute chose, que l'on prenne en considération une chose. Nous sommes tous là pour faire en sorte que ce pays devienne grand, que ce pays soit respectable, que ce pays fasse en sorte que ses enfants puissent avoir le minimum nécessaire pour garantir leur quotidien. Et c'est à ça qu'on travaille. Et on sait que le domaine de l'énergie est un domaine, comme je disais tout à l'heure, vital et stratégique pour notre pays. Et qui, à mon avis, doit être extirpé, je dirais, de toute considération polémique politicienne. Nous ne sommes pas là pour ça.
Nous sommes là pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de délestage. Vous l'avez constaté. Nous sommes là pour qu'il n'y ait plus de coupures, qu'on a encore pour différentes raisons que je pourrais expliquer. En un an, le gouvernement du nouveau départ a fait un travail formidable, extraordinaire. La population le dit. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là. Il faut qu'on continue durablement pour faire en sorte que ce pays qu'on veut grand ait traité définitivement les difficultés, les souffrances que rencontrent nos concitoyens en matière d'énergie. Oui, c'est pour cela qu'on passe à la gestion déléguée, Monsieur le ministre. Toute chose qui peut contribuer à ces performances durables, pour moi, en tant que ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines, sont les bienvenus. Oui. Alors la gestion déléguée, on voulait savoir ce que c'est. La gestion déléguée n'est pas la privatisation. Très bien. Une privatisation, c'est quoi? Privatiser une entreprise, c'est de faire un appel d'offres, on ouvre pour qui veut acheter l'entreprise et en faire sa propriété. On est d'accord? La gestion déléguée, c'est un contrat, un engagement réciproque entre l'État auquel appartient notre entreprise nationale d'énergie électrique, la SB2E, d'accord, qui va le demeurer, et une entité privée internationale qui a pignon sur rue et qui a fait ses preuves en matière de gestion efficace d'une entreprise du secteur d'énergie. Et quelle est cette entreprise privée? J'ai bien dit que ça fera l'objet d'un appel d'offres international pour pouvoir trouver le meilleur qui a fait ses preuves de manière irréfutable pour que ce soit celui qui va nous permettre d'entrer dans ces performances durables. Donc cet engagement se traduit par quoi? Se traduit par un certain nombre d'indicateurs de performance, que ce soit en matière technique, que ce soit en matière financière, que ce soit en matière sociale, sur lesquels l'atteinte doit permettre de savoir quel est le niveau de rémunération qu'on va attribuer à cette société qui va prendre les rênes de notre société. Mais en même temps, les agents aujourd'hui sont sur place puisque l'entreprise sera toujours une entreprise d'État avec les responsabilités d'investissement de la responsabilité de l'État et de la société publique, la SB2E. Et on regardera de quelle façon aussi cette entreprise privée, qui sera le gestionnaire délégué, va accompagner les agents de notre entreprise pour qu'à terme du temps, donc de la durée de cette contractualisation. Oui, quelle est la durée laissez-moi terminer. Du temps de cette contractualisation, les agents des responsables puissent avoir suffisamment grandi dans le sens donc de ces performances durables attendues. Donc c'est l'accompagnement. Pour pouvoir, exactement, le mot accompagnement. Accompagnement à travers... Ça ne se va pas avec à travers une esprit. On ne va pas mettre des gens de côté, Monsieur le ministre, non. Ça se fera avec tout le monde au banc. Okay. Et faire en sorte que cette expérience positive qu'on va gagner à travers ce gestionnaire délégué puisse déteindre sur l'ensemble du fonctionnement global de l'entreprise pour qu'à terme, on puisse se retrouver, comme j'aime à le dire, sur un boulevard des performances durables pour notre entreprise. En général, un contrat de gestion déléguée dure 3-4 ans, en général. Ça peut dépendre du niveau de difficulté de l'entreprise publique qu'on veut mettre sous gestion déléguée. Ça peut aller vite, comme ça peut ne pas aller vite, en fonction donc de la profondeur. Pendant cette période, est-ce que le gouvernement peut être amené à faire des investissements au niveau de l'entreprise? Pendant cette période, les responsabilités de l'État demeurent, puisque l'entreprise continue à être une entreprise d'État et les responsabilités en termes d'investissement incomberont toujours à l'État et à l'entreprise, parce que l'entreprise certainement gagnera de l'argent et dans ses comptes, il y aura aussi des parts d'investissement qui viendront en complément de l'État. Ce qu'il faut noter, c'est que le plan d'action gouvernemental a fait, compte tenu de la détermination du chef de l'État pour faire de ce secteur un secteur phare pour notre pays, a prévu l'équivalent de 760 milliards de dollars, de francs CFA,
pour ce secteur, avec 4 grands domaines de performance. Un, c'est l'augmentation de notre capacité en matière d'énergie sur notre territoire. Et vous avez vu que les actions à court terme qu'on a menées pour mobiliser 150 MW en moins de 6 mois l'année dernière et qui nous a permis d'avoir de la lumière en fin d'année, qui était un objectif court terme qui a été atteint par le gouvernement. De l'autre côté, on a le renouvelable qu'on doit insérer dans notre mix énergétique qu'on veut responsable. Un mix énergétique responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on profite de tous les atouts naturels que notre pays possède, notamment le solaire, pour faire en sorte que le soleil puisse nous permettre d'utiliser de l'énergie à meilleur coût. Donc, il y a des projets structurants d'équivalent de plus de 100 MW qui viendront d'ici 2019-2020 compléter ce mix énergétique. La troisième composante, puisqu'il y a 4 projets phares dans le gouvernement, sur les 45 du plan d'action gouvernemental, c'est vous dire l'importance, près de 10%. La troisième, c'est la restructuration de notre Société nationale d'énergie électrique. Vous pouvez passer où vous voulez sur ces 10-20 dernières années, vous pouvez compter le nombre de personnes qui ont été satisfaites ou non des prestations qui ont été données. Et Dieu sait qu'on est rentré dans une nouvelle dynamique et je félicite au passage les agents pour leur engagement et qu'on note à travers toutes les améliorations que vous voyez aujourd'hui et ça va continuer parmi le directeur qui est à la tête. Et donc restructurer, c'est faire en sorte qu'on assainisse les finances, qu'on faire en sorte que le volet managérial soit digne d'une société d'État qu'on veut exemplaire pour notre pays. C'est pour ça que vous voulez faire des réformes, notamment la question de l'installation des compteurs après paiement dans l'administration publique et les collectivités locales. Qu'est-ce qu'il en est, Monsieur le ministre? Je finis, si vous permettez. Donc, j'ai parlé de réformes pour les performances techniques, financières. D'accord? Cette restructuration va permettre également d'avoir un conseil d'administration qui soit le pilier même de la gouvernance de cette entreprise. Faire en sorte que les comptes de cette entreprise soient équilibrés, voire bénéficiaires. Et pour cela, on va arrêter avec les doubles messages contradictoires. Comment expliquer? On comprend pas. On veut que l'entreprise soit performante, oui. Et puis on accepte que des gros clients ne payent pas. Il faut qu'on arrête avec ça. Aujourd'hui, il faut qu'on donne les moyens à cette société pour qu'elle soit viable, durablement et performante. Les gens ont déjà évoqué qu'il y a un certain nombre de coupures que vous pouvez noter dans un certain nombre de structures qui n'ont pas payé à la SBE. Tout ça doit concourir à ramener de l'argent dans cette entreprise. L'État a décidé donc l'effacement de 25 milliards de dettes de l'administration publique. Il y a eu un gros travail sur la réconciliation des comptes entre l'État et la SB2E. D'accord? Jusqu'au 31 décembre 2016. Et on s'est aperçu que si on tient compte depuis plusieurs années des difficultés de trésorerie qu'a l'entreprise, à un moment donné, si on veut que cette entreprise renaisse et retrouve une vraie dynamique, il faut que tout le monde fasse des efforts, en commençant par l'État. Ce qui a fait que l'État a décidé, puisque l'apurement des dettes s'est soldé sur l'équivalent de 25 milliards que la SBE devrait à l'État. L'État a dit, bon, je prends ma part, je joue ma partition et j'efface ces 25 milliards définitivement pour permettre une agilité nouvelle à cette société. Mais, à leur place, on installe des compteurs à carte prépaiement. Il faut qu'on fasse en sorte qu'on n'arrive plus à accumuler ces dettes. Autant de dettes, oui. Pour cela, et en quoi faisant? La décision a été prise d'installer des compteurs à prépaiement sur l'ensemble des institutions publiques, de l'administration et aussi des collectivités locales. Premièrement. Deuxièmement, de mettre en place avec le ministre des Finances et de l'Économie, un mécanisme qui permet de payer par anticipation, trimestrielle ou autre, on verra de manière précise quelle serait la périodicité, pour permettre de payer en avance
ces différentes consommations de l'État vers la SBE et que régulièrement, qu'on fasse un point tous les 3 mois, tous les 6 mois sur ce qui a été payé par anticipation par rapport à ce qui a été utilisé réellement. Est-ce que ça correspond ou est-ce qu'il y a un écart à compenser ou à payer? Donc, vous voyez que ce travail est de nature à donner les reins solides à notre Société nationale d'énergie électrique. Donc, contrat de gestion déléguée, vous avez vu ce que c'est, je vous ai expliqué que c'est tout sauf la privatisation, puisque l'objectif, c'est d'atteindre des performances durables pour que les souffrances de nos concitoyens diminuent. Mais comment faire comprendre aux populations qu'il ne s'agit pas d'une privatisation? Je vous ai parlé d'un engagement. Cet engagement est contractuel, puisque d'abord, tout le monde verra qu'il y aura un appel d'offres international pour choisir le gestionnaire délégué. 2, il y aura un vrai contrat de gestionnaire délégué entre ce gestionnaire délégué et l'État béninois, avec des critères, des indicateurs de performance que j'ai évoqués tout à l'heure, qui seront précises, qui iront même jusqu'aux indicateurs, je dirais, les plus courants pour nos concitoyens. Je prends l'exemple, la durée de temps de coupure. C'est un indicateur qu'on mesure. Et l'objectif, c'est que cette durée, qui existe partout dans le monde, même dans les pays performants en termes d'énergie, comme la France, cette durée doit baisser d'année en année. Je prends un autre indicateur. Quand je construis ma maison et que je veux mettre de l'électricité, je demande un compteur. Vous savez, comme tout le monde ici, la durée inacceptable que nos concitoyens affrontent pour pouvoir obtenir un compteur. Il faut que ça cesse. Cette durée aussi fait partie d'ailleurs du contrat plan aujourd'hui et qui doit baisser régulièrement jusqu'en 2019-2020. Ensuite, je suis client, j'ai consommé, on m'a emmené ma facture. La facture qui est déjà aussi un problème, puisque la facture peut venir 2 mois, 3 mois plus tard, au moment où je ne m'attends pas, au moment où je n'ai pas les moyens, et je suis surpris, et je ne paye pas, et on me coupe. J'ai l'argent, je veux payer, je vais devant un guichet, soit il n'y a personne, je n'ai pas encore vu qu'il y ait personne, mais vous avez certainement fait l'expérience, mais j'ai vu que je peux faire des heures pour payer. Il faut que ça cesse. La SBE, c'est une entreprise qu'on appelle EPIC, entité publique à vocation industrielle et commerciale. Ce qu'on a constaté, le gouvernement du Nouveau Départ, quand on est arrivé en avril 2016, c'est que ce C est mort. Et on travaille tous les jours que Dieu fait pour le ressusciter. Le ressusciter, c'est quoi? C'est faire en sorte que le client, la clientèle, reviennent au cœur de l'entreprise. Parce que le client, c'est qui? C'est quoi? C'est la raison d'être d'une entreprise. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas d'entreprise. Et quand il y a une entreprise, il faut qu'elle serve les clients efficacement, de manière à ce que ces clients soient satisfaits. Alors, avec les réformes, Monsieur le Ministre, est-ce qu'on pourrait aboutir finalement à la généralisation des compteurs à 4, comme on dit entre guillemets, ici au pays? Ça pourrait être une solution au dysfonctionnement que l'on note ça et là. Quel type de dysfonctionnement que vous voulez? Les questions de facturation, des gens qui veulent bien payer mais qui doivent faire de longues queues, tout ça. Avec la généralisation des compteurs à 4, nous ne sommes pas un pays communiste. Je vous rappelle qu'on n'a pas à dire dorénavant tous les clients qui sont libres d'utiliser un compteur conventionnel ou un compteur à prépaiement. Les uns et les autres ont des avantages et aux clients de voir. Bon, pour gérer sa trésorerie pour un client privé, oui, pourquoi pas le prépaiement, mais il faut qu'on lui explique et qu'il adhère, libre adhésion par rapport à ça. C'est très, très important. D'accord? Mais la question que vous posez ou le point que vous abordez me fait penser à autre chose. Pour faciliter la vie du client, il faut qu'on arrive et on y travaille. Par exemple, vous savez qu'en Afrique,
On a fait un saut technologique nulle part égalé sur la Terre. Il s'agit du téléphone. 80% des Africains aujourd'hui n'ont pas connu le téléphone filaire. Mais chacun a aujourd'hui au moins 3-4 téléphones portables. Ouais. Et avec un téléphone portable, c'est un vrai ordinateur. On peut tout faire. On peut tout faire. Ouais. On va arriver rapidement à ce qu'on puisse payer les factures par le mobile banking, comme on dit. Ouais. Donc, on est en train de faire ce travail-là qui doit permettre d'alléger. Et ce gouvernement, non seulement veut faire du Bénin un pays grand, un pays où il fera bien d'être, où il fera bien bon vivre, mais également un pays technologiquement innovant. C'est pour ça d'ailleurs, vous avez vu dans le PAG, il y a une cité de l'innovation qui sera mise en place et qui fera date dans la sous-région. Alors, Monsieur le ministre, quel est aujourd'hui l'état de santé de la SBE, par exemple? Parce que s'il y a tout ça, les réformes engagées ça et là, ça veut dire que l'état de santé ne doit pas être performant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une différence entre le 7 avril 2016 et le 18 mai 2017, au moment où on se parle. Ouais. Vrai ou faux? En matière de délestage, en matière de coupure, en matière d'accueil clientèle. Il y a des choses qui ont changé ou pas? Vous pouvez le témoigner aussi, puisque vous êtes aussi un client potentiel. Absolument, voilà. Il y a les téléspectateurs qui peuvent également le faire aussi. Évidemment. Mais non, mais il faut savoir rendre à César ce qui lui appartient. Absolument. Hein, parce qu'on ne peut pas être tout le temps en train de polémiquer ou de faire de la politique politicienne. Non, quand il y a des choses bien, il faut le dire. Oui, quand il y en a qui ne vont pas, ça, on le sait. Il faut le dire pour qu'on puisse continuer à travailler, pour continuer à les améliorer. La SBE est dans une nouvelle dynamique. Alors, ça me fait penser à mon petit âge, quand il y avait la Révolution, on disait « Ho, ton dit-on-vous ». Le dit-on, ça a changé, il faut qu'on le sache. Donc c'est clair. C'est clair. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué au niveau de cette société. Et on ne veut pas que ce soit un coup d'épée simplement dans l'eau. On veut que ce soit durable. Ce que je veux vous dire, pour le Bénin, la volonté du chef de l'État, c'est de faire en sorte que ce soit un pays que les gens aiment regarder, où les gens aiment investir. Il y a quelques mois, j'étais au Burkina. J'ai réuni un parterre d'investisseurs du domaine des mines. J'étais même surpris de l'attrait que constituait notre pays pour ces gens-là, pour parler de nos sous-sols, des ressources qui y regorgent. Vous savez, la première question qui m'a été posée, ou la première suggestion qui m'a été posée après qu'on ait discuté, ils ont dit, Monsieur le ministre, faites en sorte de nous garantir l'énergie et on viendra dans votre pays développer ces industries-là pour créer beaucoup d'emplois dans votre pays. Vous voyez, on ne peut pas s'amuser avec le secteur de l'énergie. Je ne veux pas que le secteur de l'énergie soit un secteur polémique. Au-delà de tout ce qui peut nous diviser, il faut qu'on soit unis pour faire en sorte que la demande, on ne court plus après la demande dans ce pays. Qu'on ait dans ce pays de la vision, de la visibilité, qu'on discerne les choses et qu'on fasse en sorte que ce qui va se passer dans 5, 10, 15, 20 ans, qu'on puisse déjà l'anticiper de manière à anticiper les investissements nécessaires, comme dans les grands pays, pour que, on sait que notre évolution démographique dans 5 ans sera de tel niveau, donc le besoin des ménages sera de tel niveau, les industriels, ça va augmenter de tels besoins, notamment dans le PAG, là. Vous voyez le nombre extraordinaire de projets structurants qui sont dedans et qui auront besoin aussi d'énergie. C'est pour ça que, dès l'année dernière, puisque fin avril, on avait mis en place un comité technique chargé du redressement du secteur pour faire des propositions au gouvernement et qui avait mis en place des actions court, moyen et long terme. Le court terme, c'était fin 2016. Faire en sorte que nos concitoyens puissent avoir de l'énergie en fait temps. On l'a atteint. Dans le même temps qu'on traitait le court terme, on a fait en sorte de lancer des appels à proposition, après avoir fait
un appel à manifestation d'intérêt qui a montré l'intérêt qu'a notre pays. Parce qu'on veut viabiliser le domaine de Maria Agletà. D'accord? Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 4 projets structurants de 4 fois 120 MW que le gouvernement a validés en centrales bifuel, gaz ou autres combustibles qui permettront à l'horizon 2019-2020 d'avoir côté thermique presque 500 MW. À côté de ça, je vous parlais de le Bénin doit avoir un mix énergétique responsable, du renouvelable. On a au moins des projets structurants pour 100 MW de solaire qui sont actuellement en train d'avancer. On va faire de la biomasse. On va faire en sorte que nos réseaux qui sont vétustes, pour certains datant des années d'indépendance, et qui nous posent problème aujourd'hui, on va les améliorer. Améliorer, ça veut dire quoi? Changer. Renforcer pour ceux qui peuvent l'être. Remplacer ou changer, comme vous dites, voilà. ou étendre. Étendre, c'est ce qu'a décidé le gouvernement il y a une semaine de ça pour valider le schéma directeur, le plan directeur électrique de notre pays pour l'horizon 2035. Je dis bien 2035. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait quel est le niveau de maillage qu'on veut pour notre pays. Quel endroit? Et quel est réellement le niveau de maillage que vous voulez pour le pays, Monsieur le ministre? Mais en fait, on n'a qu'un seul objectif. C'est que tous nos concitoyens puissent avoir accès à l'énergie électrique. Il se trouve, comme partout dans le monde, je dis bien partout dans le monde, que le réseau conventionnel ne va pas partout, malgré tous les efforts, même si c'est la partie majoritaire de l'accès. Mais à côté de ça, on pense, d'ailleurs il y a un programme aussi dans le compact de MCA, on pense à l'énergie décentralisée pour les zones où le réseau conventionnel ne peut pas arriver. On va penser à des centrales solaires ou biomasse avec des micro-réseaux à l'intérieur de ces villages-là qui sont loin du réseau conventionnel. Donc il y a ce travail-là qui est lancé et qui va permettre, entre l'extension du réseau conventionnel qui va permettre donc d'alimenter le plus de monde sur le territoire, et puis les endroits où ça ne peut pas arriver, on a des solutions décentralisées qui permettent de complémenter pour faire en sorte que cet accès soit le plus large possible pour nos concitoyens. Parce qu'il y va de leur bien-être, de leur confort, mais aussi de leur activité, les activités génératrices de revenus, mais aussi pour les grands industriels qui sont des facteurs de développement importants pour notre développement économique. Monsieur le ministre, nous sommes quasiment au terme de cet entretien. Votre message à l'endroit des consommateurs, des produits de la SBE et tout? D'ailleurs, d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce plateau. Je veux simplement dire que la dynamique, la détermination du chef de l'État est totale pour faire en sorte que ce secteur soit le socle de notre développement. Il a l'habitude de dire qu'il faut que ce soit le sens qui coule dans les veines de nos concitoyens. L'objectif, c'est qu'on va y arriver. Et tout concourt à ça. Pas plus tard que ce matin, à 8h30, j'étais en réunion avec le chef de l'État et des investisseurs du domaine de l'énergie. C'est pour vous dire qu'il est le commandant en chef, il veut voir que ça avance. Donc ça, c'est une chance pour notre pays, une opportunité. Deuxièmement, comme c'est quelqu'un d'engagé, de déterminé, je peux rassurer mes concitoyens que les actions qui sont entreprises ne seront pas des éléphants blancs. Nous irons jusqu'au bout et les gens verront qu'il y aura un changement, mais du changement durable. À la SBE, je veux les rassurer que tout ce qui est en train d'être fait, tout est de nature à conforter cette entreprise, à faire en sorte qu'elle rentre maintenant dans une démarche d'amélioration continue pour des performances durables et que les hommes et les femmes qui constituent cette entreprise doivent être au centre de ces changements. Et je m'engagerai personnellement à faire en sorte qu'ils soient écoutés, qu'on prenne en compte cette dimension. Et enfin, ce que je veux dire, c'est que le client, la clientèle, est la raison d'être de toute entreprise. Et je veux que, de nouveau,
que ce client ou cette clientèle revienne au cœur des préoccupations de notre entreprise ou de nos entreprises nationales. Merci Jean-Claude Rousseau, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Amis téléspectateurs, nous sommes déjà au terme de ce deuxième numéro de votre émission, La Tribune du gouvernement. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.